Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence aujourd'hui et bienvenue à cette conférence de presse consacrée à la 23e édition du Festival Photo La Gacilly. Avant de commencer, je vais vous inviter à bien vérifier que vos téléphones sont en mode silencieux, s'il vous plaît, afin que nous puissions pleinement profiter de ce moment. Et pour nos amis journalistes, sachez que nous vous remettrons un dossier presse à l'issue de la conférence de presse pour que vous puissiez disposer de toutes les informations nécessaires. C'est toujours un plaisir de vous retrouver toutes et tous pour cette conférence de presse, un moment clé pour lever le voile sur les expositions et les photographes qui feront battre le cœur du village de la Gacilly du 1er juin au 4 octobre cette année 2026. Et pour commencer, je voudrais profiter de ce moment pour rendre hommage à une personne sans qui rien de tout cela n'existerait aujourd'hui. Au début des années 2000, aux côtés d'Auguste Coudray, il a eu l'intuition fondatrice que la photographie pouvait être bien plus qu'un art, un véritable langage universel, un vecteur puissant de réflexion, de partage, de sensibilité et d'engagement. Cette conviction est devenue un projet, puis une réalité, portée avec détermination et vision. Année après année, cet engagement s'est traduit par des actions concrètes qui ont profondément transformé notre village breton. Ce qui n'était au départ qu'une idée audacieuse est devenu l'une des plus grandes manifestations de photographie en plein air d'Europe. Accessible à toutes et à tous et résolument tournée vers les grands enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Mais au-delà du festival, son action en tant qu'élu a profondément marqué notre territoire. Aujourd'hui, alors qu'une page se tourne, il nous semblait essentiel de prendre le temps de saluer cet engagement, cette énergie et cette passion, ainsi que l'empreinte durable qu'il a laissée. Merci Jacques d'avoir donné vie à ce rêve qui continue depuis plus de 20 ans d'inspirer des centaines de milliers de visiteurs chaque année. C'est pour moi, non, c'est trop tard. T'as vu ça? Et là, la couronne de fleurs, elle est partie. Alors nous avons aussi le plaisir d'accueillir Olivier Attimon, mais qui a un petit peu de retard, qui est le nouveau maire de la Gacilly et qui montre déjà tout son enthousiasme et son engagement pour les festivals, ne serait-ce que par sa présence à Paris, à côté de nous ce matin. Je remercierai à nouveau Olivier quand il arrivera tout à l'heure. J'espère qu'il ne s'est pas trompé de BNF, effectivement. Cette édition 2026 revêt un caractère exceptionnel. Elle célèbre le bicentenaire de la photographie. 200 ans d'histoire, d'expérimentation et de regard portés sur le monde. À cette occasion, nous mettons en lumière la photographie française dans toute sa diversité et sa richesse et soulignons son influence à travers le monde. Dans quelques instants, Cyril, commissaire des expositions, présentera les photographes invités cette année, incarnant pleinement l'histoire de la photographie française. Nous avons choisi de lancer officiellement cette édition ici, à la Bibliothèque nationale de France, un choix symbolique. Juste au-dessus de nous se trouve le département de photographie qui conserve une collection inestimable, retraçant l'évolution de cet art depuis ses débuts jusqu'aux œuvres contemporaines. La BNF incarne à la fois la mémoire et la transmission, des valeurs qui résonnent avec l'esprit du festival. Et débuter notre édition ici souligne combien chaque image contribue à l'histoire et à la culture, et combien il est essentiel de la partager avec le plus grand nombre. Et le Festival Photo La Gacilly, c'est avant tout une aventure humaine, une énergie collective, vivante, qui en fait toute sa force et son identité. Une aventure qui repose sur plusieurs piliers sans lesquels nous ne pourrions exister. Ce sont d'abord les photographes, qui nous confient leurs œuvres et nous offrent leur regard unique sur le monde. Certains sont présents aujourd'hui par amitié. Merci à eux, à elles. C'est aussi un conseil d'administration et une équipe engagée, passionnée, que je veux remercier chaleureusement. Certains sont ici ce matin, se cachent dans le fond, et d'autres sont absents. Certains sont déjà à l'œuvre sur nos terres gacilliennes. Toutes et tous, souvent discrets, contribuent de manière indispensable à faire vivre cette aventure et à en assurer le succès. Ce sont également nos 100 bénévoles dont l'enthousiasme, la fidélité et la générosité sont indispensables au Festival Photo. Ce sont nos 300 000 visiteurs fidèles qui, depuis plus de 20 ans, font vivre chaque été notre musée à ciel ouvert unique. Et puis il y a vous,
nos partenaires publics et privés qui nous accompagnent et portent avec nous des valeurs essentielles d'accessibilité à l'art, de soutien à une photographie engagée et d'attention portée aux grands enjeux de notre époque. Merci à chacun et chacune d'entre vous. We are also celebrating this year the 8th edition of the Festival Photo Legacy Baden in Austria. Ninth edition, sorry. From June 12th to October 11th. This initiative, passionately led by Loïs Lamerrebert, is a testament to the festival's international reach. Loïs and Florence, it is a great pleasure to welcome you here today and to witness year after year the success of this Austrian edition. Sans plus attendre, découvrons ensemble la 23e édition du Festival Photo Legacy et pour commencer, je vous propose de lever le voile sur notre affiche, emblème visuel de cette nouvelle édition. Depuis 2015, Michel Bouvet et l'atelier Michel Bouvet nous accompagnent dans la conception graphique de nos éditions et donc j'invite Michel à venir m'accompagner pour littéralement lever le voile. Hop là. Merci. Garcimore découvre l'affiche. Merci Michel. Donc on y perçoit un dialogue entre passé et présent, la chambre photographique qui évoque les origines du médium, tandis que le contour suggérant une tablette numérique inscrit l'image dans notre époque contemporaine. L'ensemble est traversé par un esprit de fête avec une guirlande inspirée des guinguettes françaises, symbole de convivialité et de célébration. Michel, merci à toi, ton équipe, et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Que cette édition 2026 soit une nouvelle invitation à ralentir, à regarder autrement et à redécouvrir à travers la photographie la richesse du monde qui nous entoure. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente conférence de presse et place maintenant à notre cher commissaire des expositions, Cyril Drouet, pour la présentation de la programmation 2026 que vous attendez toutes et tous. Merci Mélina. Donc Mélina et Michel vous ont dévoilé effectivement l'affiche de cette nouvelle édition. Tout est dit, et puis elle a déjà dévoilé ce qu'on allait faire. Donc 1826-2026, la photographie, une aventure française. Vous l'avez bien compris, cet été, on a décidé de mettre en lumière ce bicentenaire de la photographie. Alors, on va rappeler un petit peu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé en 1826 ? Tout a commencé à cette époque-là, c'était il y a juste 200 ans. Alors je vais vous remettre au moment précis où tout a commencé. Donc on est dans le petit village de Saint-Loup-de-Varennes, on est en Bourgogne, Martial, tu connais bien, parce qu'il habite à côté, à quelques kilomètres de Chalon-sur-Saône. Et c'est un matin d'été, il y a les premières lueurs du soleil qui viennent illuminer les toits de ce petit village de Saint-Loup-de-Varennes. Alors on se retrouve au dernier étage d'une propriété, c'est la propriété du Gras, et puis il y a un homme qui ouvre sa fenêtre, qui va pointer l'objectif d'une caméra qu'il a confectionnée de briques et de broc, et il la pointe vers le paysage qui s'étend devant lui. Il se dit, tiens, là, cette fois, la chance est avec moi, j'en suis sûr. Alors l'appareil ne doit pas bouger pendant au moins 8 heures. Cet homme a 61 ans, il est à la fin de sa vie, à cette époque-là, en 1826, il s'appelle Nicéphore Niepce. Il a connu les grandes heures de la Révolution française, il a connu les grandes heures de l'Empire, et il a un goût prononcé pour la science. C'est pas un huluberlu comme ça, c'est un notable, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup la science et qui passe son temps à découvrir et à trouver des inventions. Par exemple, on ne sait pas, mais Nicéphore Niepce, avec son frère Claude, il avait déjà trouvé un moyen d'extraire le sucre à partir de la betterave. Il a cultivé aussi une nouvelle fibre qui peut remplacer le coton, et en 1807, il avait inventé le pyréolophore. Le pyréolophore, c'est quoi ? C'est un moteur avant-gardiste qui assure la propulsion d'un bateau en aspirant et en recrachant l'eau. Alors c'est un érudit, et depuis longtemps, il connaît le principe de la caméra obscura, nom d'une célèbre galerie parisienne aujourd'hui,
Camera obscura, c'est un principe qui est décrit depuis l'Antiquité. En gros, si vous percez un trou dans une boîte noire, plongée dans l'obscurité, l'image renversée de la scène extérieure se reflète sur la paroi opposée. Nos boîtiers d'appareils photographiques fonctionnent toujours ainsi. Alors Niepce a eu une idée, qui est simple au premier abord, mais qui était de se dire, bon, on a une boîte noire, ça reflète, ok. Mais l'idée, c'est d'essayer d'obtenir une image par l'action de la lumière et de la fixer sur un support. C'est-à-dire de la rendre visible, cette image, de façon permanente. Et ça fait 10 ans qu'il travaille sur ces expérimentations, sur des recherches. Il est persévérant. Et ce jour-là, ce matin d'été de 1826, il a eu une idée de génie. Alors il a placé à l'intérieur de son appareil une plaque d'étain qui est recouverte de bitume de Judée, c'est une sorte de goudron naturel. Dans l'après-midi, au bout de 8 heures, il retire avec précaution, avec fébrilité cette plaque, il la lave dans un bain d'essence de lavande diluée qui dissout toutes les parties qui n'ont pas reçu la lumière, il observe. Alors là, tout est sombre. Le résultat est très difficile à déchiffrer, mais on distingue un pigeonnier à gauche, un arbre en prolongement d'un toit, une cour et le ciel très pâle au loin. Nous sommes en 1826, cette image est la première photographie. Un monde nouveau vient de naître qui va bouleverser nos habitudes jusqu'alors marquées par la civilisation d'écrit. Dans cette campagne française de Bourgogne, Nicéphore Niepce vient d'inventer la photographie. Alors pour cette 23e édition du Festival Photo Lagacilly, on se devait de célébrer l'anniversaire d'un procédé qui a effectivement profondément imprégné nos modes de vie et nos consciences. Oui, la photographie, comme vous le voyez, c'est une aventure française qui a été perfectionnée, commercialisée par Louis Daguerre, popularisée par Gustave Le Gray et immortalisée ensuite à travers l'histoire par tous ces magiciens de la pellicule que sont Genet Guette, Brassailles, Henri Cartier-Bresson, Sabine Weiss, Marc Ribou, Françoise Huguet, enfin la liste est tellement longue. On va dire qu'aussi en France, les grandes agences de photoreportage, que ce soit Magnum, Gamma, SIPA, Rafo, sont nées à Paris. Et c'est sur cette terre de France aussi, où les galeries d'art sont légion, où les expositions de nos grands maîtres attirent les foules, dans tous les musées, où les maisons d'édition donnent aussi leur chance aux nouveaux talents, que l'on compte les plus belles manifestations qui sont liées à l'image fixe. Alors, après avoir mis ces dernières années, vous vous souvenez, à l'honneur les photographes britanniques l'année dernière, on a eu ceux du Japon, on a eu l'Italie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, il était temps de ne pas bouder notre plaisir en rendant hommage à tous les héritiers de Nicéphore Niepce, toutes celles et ceux qui, dans l'Hexagone, portent haut les valeurs et l'émotion de cet art protéiforme. C'est pas Simon qui me dira le contraire, n'est-ce pas, ni Lucie. Alors, certes, on vit une époque aujourd'hui où l'image a totalement envahi notre quotidien, avec tous les excès que les nouvelles technologies ou l'intelligence artificielle peuvent occasionner. Tout individu pourvu d'un smartphone, aujourd'hui, s'est improvisé photographe. Et un petit chiffre qui donne le tournis, il y a plus de 2100 milliards de photos qui sont prises dans le monde, qui ont été prises dans le monde en 2025. 2100 milliards. Chaque jour, c'est 14 milliards de clichés qui sont partagés sur les réseaux sociaux, 7 milliards à peu près via WhatsApp, 3 milliards 8 via Snapchat et 1,5 milliard sur Instagram. Mais il existe un fossé profond entre ces instantanés que nous prenons tous un peu au fil de nos pulsions, comme ça, et les œuvres que vous pourrez découvrir chaque année, chaque année dans nos venelles, dans nos jardins, dans les murs de notre village du Morbihan. Parce que ces œuvres, qui sont les œuvres des photographes, sont le fruit d'une création, d'une réflexion, d'un regard artistique ou documentaire, d'une vision émotionnelle de notre monde. Ce qui fait la différence, j'aime beaucoup cette phrase du peintre surréaliste Juan Miro, vous pouvez regarder une image pendant une semaine et ne plus jamais y penser, mais vous pouvez aussi regarder une image pendant une seconde et y penser toute votre vie. Une photo marquante, ça ne s'oublie pas. Toutes les photos sont précises, aucune d'elles n'est la vérité, c'est ce que disait aussi le grand Richard Avedon. C'est une façon de dire qu'une image réfléchie est influencée par le point de vue unique du photographe et qu'elle devient volontairement subjective. Alors il serait hasardeux et un peu présomptueux de résumer à Lagacilly 200 ans de photographie française en 20 expos.
C'est un choix subjectif, et nous l'assumons, et je l'assume. Mais les 20 artistes que nous vous proposons de découvrir ou de revisiter, sont le reflet du sillon que nous continuons de tracer depuis nos débuts, depuis 2004, c'est-à-dire l'écriture de ces photographes, une écriture humaniste, une écriture sensible, qui nous fait réfléchir, qui nous émerveille sur un monde que nous souhaitons plus harmonieux, surtout en ces temps troublés où la Terre ne tourne plus rond. Tous ces photographes nous invitent à réveiller nos sens endormis. Alors, on a dessiné plusieurs parcours à travers le village. Et le premier, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui réunit tout le monde autour de cette salle? C'est de faire des photos des autres, donc c'est l'art du portrait. Alors, l'art du portrait, on estime qu'aujourd'hui, il y a 100 millions de selfies qui sont pris chaque jour. 100 millions de selfies. C'est un chiffre vertigineux. Mais pour les photographes qui sont des photographes dignes de ce nom, l'art du portrait, parce que c'est important l'art du portrait, ça nécessite une autre exigence qu'un simple clic qui est réalisé à la va-vite. Alors on va avoir 3 expositions qui seront dans le labyrinthe végétal, 3 époques, qui mettent en lumière finalement 3 génies de cette spécialité à travers le temps. Alors tout au début, il y a 3 hommes, 3 précurseurs, 3 destins, qui ont contribué à donner leur lettre de noblesse à un art encore balbutiant. Effectivement, aux prémices de la photographie, il y a eu les nadars. Les nadars, jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle, vous le savez, les personnages les plus influents, les bourgeois, les comtes, les aristocrates, ils avaient pour habitude de faire appel à un peintre, plutôt académique, pour laisser une image d'eux à la postérité. Et puis ces 3 hommes, donc il y a Félix Tournachon, Adrien Tournachon, le frère, Paul Tournachon, le fils de Félix, qu'on appelle les nadars. Quand on dit nadar, c'est pas qu'une seule personne, c'est 3 personnages qui vont faire de la photographie de 1870 à peu près jusqu'en 1920-1930. Là, c'est Félix Tournachon, c'est un autoportrait qui a été réalisé par lui-même dans son studio. Ils vont révolutionner la pratique, puisqu'à partir du moment où les nadars existent, on va dire que ça va faire une grande victime, c'est la peinture figurative et le portrait avec la peinture. C'est-à-dire qu'on ne prendra plus les grands personnages en peinture, on les prendra maintenant en photographie. Alors dans leur studio parisien, ça va durer plus de 50 ans, la haute bourgeoisie, les grandes figures des arts et de la littérature viennent se faire tirer le portrait. On dit tirer le portrait, comme on tire effectivement une impression. Et certes dans un style encore très académique, mais ce qui est formidable, c'est que désormais, vous voyez, vous pouvez mettre un visage sur Victor Hugo, vous pouvez mettre un visage sur Auguste Rodin, vous pouvez mettre un visage sur Sarah Bernard, vous pouvez mettre un visage sur Alexandre Dumas, et ces images sont passées à la postérité, parce qu'il y a une force aussi, et un art du portrait des nadars, c'est, regardez cette image de Victor Hugo, mais c'est le regard, c'est l'élégance de la posture, c'est l'intensité, la personnalité qui continue aujourd'hui de nous hypnotiser. Alors, on voulait rendre hommage effectivement aux nadars. Ce fonds, il y a eu un fonds qui a été légué à l'État, qui en a fait l'acquisition définitive en 1950. Ce sont à peu près 250 000 négatifs qui ont rejoint les archives photographiques. Ça a été classé au monument historique en 1992. Et ces archives ont intégré la médiathèque du patrimoine et de la photographie lors de la création de l'établissement en 1996. Et je voudrais infiniment remercier le soutien pour cette exposition de la médiathèque du patrimoine et de la photographie, avec Mathieu Rivalin, Gilles Désiré Grosset, toutes les équipes de la MPP, puisque c'est grâce à eux qu'on peut retrouver, restaurer ces images. La médiathèque fait un travail absolument exceptionnel avec les archives des photographes d'hier à aujourd'hui. Alors deuxième, dans cet art du portrait, vous continuerez votre pérégrination dans le labyrinthe végétal, et puis là on va arriver sur un tout autre personnage, c'est Jean-Marie Perrier. Jean-Marie Perrier qui va nous décrire ses années pop. Alors vous connaissez son œil malicieux, son œil bienveillant. Jean-Marie Perrier, dans les années 60, il avait 20 ans. Et il s'est penché, il photographiait des filles, des garçons de son âge, qui étaient aussi ses amis, et qui faisaient alors tourner les têtes. C'était Johnny Hallyday, c'était Sylvie Vartan, c'était Françoise Hardy, c'était Jacques Dutronc, mais c'était aussi les Beatles, les Stones, avec qui il avait une véritable proximité. Alors chaque cliché était pris au naturel, et ça résumait une sorte de tranche de vie.
Jean-Marie Perrier prend des photos pour amuser, pour saisir une légèreté assez grave. Là, c'est une photographie de Françoise Hardy. Et ce que l'on retrouve dans le travail de Jean-Marie Perrier, c'est une fraîcheur, c'est une innocence, c'est finalement certainement un savant alignement de planètes que beaucoup aujourd'hui regrettent. Vous connaissez tous cette photo qu'il avait faite pour Salut les copains, où il avait photographié une cinquantaine de grandes vedettes de l'époque, avec les Johnny, les Sylvie, tout ce que je vous disais. Ça s'était fait finalement quasiment en un clin d'œil, ça s'était fait assez rapidement, parce que c'était ses copains, parce que la vie était légère, parce que la vie était insouciante, et qu'on pouvait faire les choses assez facilement. Aujourd'hui, faire une telle photo, ça serait quasiment impossible, très difficile. Alors pas parce que les photographes et les artistes contemporains sont moins bons, sont moins bons qu'hier, pas du tout. Mais c'est parce que avec notre société qui est bien engoncée dans ses conseillers en communication, dans ses managers, dans les gens qui veulent tout vérifier, on pourrait retoquer certaines images en estimant qu'elles sont juste de mauvais goût. Mais ce que nous faisait Jean-Marie Perrier, c'était une planète pop acidulée, une planète ouverte. Ça, c'est une photo de Jacques Dutronc. Alors, pendant cette exposition, toutes les images qu'il a faites, et il y en a une quarantaine, sont commentées par Jean-Marie Perrier. Là, c'est Jacques Dutronc, en fait, juste pour la petite anecdote de cette photo. Quand on déjeunait avec Jacques Dutronc dans les années 60, enfin, je crois qu'aujourd'hui, c'est la même chose, le déjeuner pouvait prendre pas mal de temps, ça pouvait prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures, on buvait beaucoup, et il y avait une séance de photo qui était prévue avec Jacques Dutronc, et l'assistante de Jean-Marie Perrier est arrivée affolée dans le restaurant en disant il faut foncer, parce que là, la dorade commence à vraiment se sentir dans le studio. Donc, il a pris la pause, ça a duré 2 minutes, et ça donne cette photo un peu rigolote, un peu totalement ubuesque. Et c'est ça qui fait le plaisir de Jean-Marie Perrier. On continuera notre pérégrination, toujours dans cet art du portrait à travers le labyrinthe végétal. Et là, on va entrer dans un univers où la photographie et la peinture sont intrinsèquement liées. C'est un vrai bonheur de pouvoir exposer cette année. Je ne crois pas que ça a été fait déjà en extérieur. D'ailleurs, je crois que ça n'a jamais été fait en extérieur avec eux. Avec le travail de Pierre Commois et Gilles Blanchard. Pierre Commois et Gilles Blanchard qui se sont rencontrés il y a 50 ans pour former ce duo qui s'appelle le duo Pierre et Gilles. C'est devenu une signature. Ces 2 personnages qui se sont liés. C'est 50 ans. Ils se sont rencontrés il y a 50 ans, en 1976. Entre eux, c'était une complicité amoureuse, une complicité créative. Et ils ont fait naître des portraits entre photographie et peinture, comme je vous le disais, avec une galerie totalement iconoclaste et sentimentale. C'est des portraits très psychédéliques. Ça va de Étienne Dao à Stromae, de Sylvie Vartan à Nina Hagen, en passant par Jean-Paul Gaultier, Isabelle Huppert, Clara Luciani. Ce qui est intéressant, on parlait tout au début de Nadar, ça a révolutionné, la photographie a révolutionné, ça fait un petit peu mettre de côté de la peinture. Je vous disais, la peinture et la photographie sont intrinsèquement liées pour Pierre et Gilles. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une grammaire assez baroque. Ils ne cherchent pas le réalisme ou la distance. Pierre et Gilles fabriquent des icônes. Chaque portrait est mis en scène selon, avec les codes des vieilles toiles. C'est-à-dire que les fonds sont peints à la main, des cadres sont ouvragés, les couleurs sont saturées, les symboles détournés. Il y a des références religieuses, des références antiques à foison. Et en fait, le duo Pierre et Gilles suit toujours le même protocole. Tout se fait dans leur studio, qui se trouve à côté des Lilas. Même Madonna, quand elle fait la photo, elle va dans le studio. Ils ne se déplacent jamais, Pierre et Gilles. Et ils suivent toujours le même protocole, c'est-à-dire qu'on a une esquisse préliminaire, on réunit les accessoires, il y a le maquillage, il y a l'habillage, on prépare une scène. Et une fois que la prise de vue est réalisée par Pierre, Gilles la rehausse au pinceau, exagérant et embellissant l'image. Le résultat, que vous voyez, est hypnotique, tout scintille, tout brille, les teints sont lumineux, les yeux étincelants, l'œuvre est flamboyante, kitsch, sublime. Et le Panthéon que nous vous présenterons raconte ainsi 50 ans de notre vie culturelle française. Alors au-delà de l'art du portrait, il faut s'intéresser aussi à notre mémoire du monde. Effectivement, comme je vous le disais, les photographes captent dans leur boîtier toute la mémoire du monde, et certaines images ont cette singularité d'entrer dans l'histoire. Autant de précieux témoignages visuels pour mieux comprendre l'évolution de nos sociétés. Alors, dans cette mémoire du monde, on a Paris qui va prendre des couleurs avec Willy Ronis. Alors, pourquoi qui va prendre des couleurs ? Willy Ronis, c'est vrai qu'on a eu la chance
d'exposer Jacques-Henri Lartigue, on a eu Robert Doisneau, on a eu tous ces photographes dits humanistes, on n'avait jamais fait Willy Ronis. Alors, quand on parle de Willy Ronis, qui a toujours su capter les ferments de bonheur d'une époque en dérobant des instants de vérité, on connaît tous ces clichés iconiques, les amoureux de la Bastille, le gamin et sa baguette de pain, la péniche aux enfants. Ce qu'on connaît moins, c'est le fruit aussi de 75 ans de déclic ininterrompu, c'est qu'il a pratiqué la couleur dès 1955, avec l'apparition du Kodachrome. C'était cette pellicule qui n'existe plus aujourd'hui et qui avait une texture si particulière. Et dans les rues de Paris, il a voulu observer aussi la vie populaire dans toutes ses nuances, joyeuse, mélancolique, légère, grave. Il a su saisir, avec son regard si fin, la beauté simple de ses habitants et de ces petits riens qui font la poésie de la capitale. La photographie couleur pour Willy Ronis, c'était pas non plus quelque chose qu'il fallait négliger. Et j'aime bien ce qu'il disait, je vais vous citer ce que disait Willy Ronis à propos de ces images couleurs. À comparer ces photos à ma production en noir et blanc, je n'y trouve pas de différence fondamentale. L'usage de la couleur n'a pas généré pour moi une manière différente de traiter les sujets abordés. Dès mes premières images, mon centre d'intérêt fut la personne humaine dans ses comportements les plus communs. J'ai pourtant abordé des sujets fort éloignés de mes préoccupations habituelles, mais ce furent là des divertissements passagers, comme pour m'ébrouer, rien qui pût modifier mes occupations ordinaires, auxquelles je suis retourné très vite, comme on retourne à la fontaine, où l'on épanche régulièrement sa soif. Alors je tiens à nouveau à remercier la médiathèque du patrimoine et de la photographie, qui conserve ces images précieuses de Willy Ronis. Vous les découvrirez quand vous rentrerez à l'Agacie, puisque ça sera sur ce fameux mur du végétarium pour les gens qui connaissent. Donc quand vous arrivez dans l'Agacie, vous allez vous en prendre plein les yeux avec Willy Ronis, avec Paris. Et l'idée, c'est toujours de mettre le ton, de mettre le là quand on rentre à l'Agacie, de se dire quelle est la programmation cette année. L'année dernière, c'était Swinging London. Là, vous verrez Paris. Donc on comprendra assez vite qu'on est dans la photographie française. Dans cette mémoire du monde, il y a un personnage qui est extrêmement important pour nous. Jusqu'au dernier jour de sa vie, qui s'est brutalement interrompu à 81 ans, c'était le 23 mai 2025, il y a tout juste un an, Sébastien Salgado aura vécu pour et par l'image. Sébastien Salgado, ce n'était pas qu'un géant de la photographie internationale, c'était un vrai compagnon de route de notre festival, puisqu'il a exposé 4 fois, qu'il venait quasiment chaque année découvrir le village, et qu'il aimait, il nous aimait et nous l'aimions aussi. Et c'était évident quand nous ne pouvions que lui rendre hommage un an après. Et sa profonde humanité, je vous le dis, a fait vraiment les belles heures de l'Agacie. Et pour lui rendre hommage, son épouse Lélia, que je salue, nous propose une inédite rétrospective, une vraie, très belle rétrospective, avec certaines photos, je vous le verrez ensuite, qu'il avait commentées. J'ai eu la chance de le rencontrer 2 mois et demi avant sa mort, et on avait parlé, je l'avais enregistré, je lui avais demandé sur certaines photos, certains clichés, je lui avais dit, raconte-moi le moment où tu as fait cette photo. Et puis il en a pris une quinzaine, comme ça, on en a pris une quinzaine, et puis il me racontait le moment précis, même si ça datait des années 70, des années 80, il s'en souvenait, mais parfaitement. Et c'est vrai que dans ces clichés d'Exode, dans sa colossale fresque sur le mot de travail, dans ces lumières de l'Éden amazonien, on retrouvera sa foi en l'humanité, son souci de la solidarité, son énergie créatrice. Vous découvrirez aussi des images qu'on a. Il y a des images très connues, très célèbres, mais des images aussi qu'on ne connaît pas. Et c'est ce qui fait aussi la force de cette exposition, c'est qu'on peut redécouvrir aussi le travail de Sébastien Salgado. Pour ceux qui sont allés dans son studio, c'est assez impressionnant, parce qu'il y a des milliers, des centaines de milliers d'images. Il conserve tout. Et parfois, il va ressortir une petite image qu'il avait faite il y a 20 ans, et il retrouvait une pépite. Alors, c'est vrai que découvrir cette exposition, il commente certains de ces clichés, c'est remonter un peu le temps, et surtout s'interroger aussi sur la fragilité d'une terre si belle que nous risquons de la perdre. Autre géant dans cette mémoire du monde, et on est très heureux de la voir, ça sera Raymond Depardon. Raymond Depardon, entre le reporter et l'artiste, entre l'homme de presse et l'invité des grands musées, jamais, sans doute, un photographe n'aura présenté un éventail visuel aussi large,
de l'agence Dalmas à Magnum. Ses prises de vue sur le Liban, l'Afrique ou la paysannerie française ont fait sa notoriété. Alors, quand on pense Raymond Depardon, dans nos rétines, dans nos mémoires, Raymond Depardon, c'est en noir et blanc. Il faut dire qu'à l'époque, à l'instar d'un Cartier-Bresson, d'un Robert Capa, il fallait travailler en noir et blanc. C'était une certaine idée de la rigueur, de la vérité. La grande photo, disait Raymond Depardon, c'était le noir et blanc, c'était solennel, c'était un peu comme les Légions d'honneur. En réalité, Depardon a toujours photographié en couleur, partout où le vent l'a poussé. Des années 60 à ces années d'aujourd'hui, il travaille avec 2 boîtiers, l'un qui était chargé en noir et blanc pour le reportage, et l'autre en couleur, dans l'espoir, à l'époque, dans les années 60, de décrocher la couverture d'un grand magazine. Parce qu'il faut le savoir, tous les magazines publiaient en noir et blanc, mais la couverture du magazine était en couleur. Donc on se disait toujours, quand on faisait un reportage, on ne sait jamais, peut-être qu'avec mon reportage, je vais avoir la couve, donc on faisait toujours 1 ou 2 photos comme ça, en couleur, à l'occasion du reportage. Mais peu à peu, pour Raymond Depardon, la photo couleur, c'est devenu autre chose. C'est devenu un espace de liberté, un terrain d'exploration personnelle et une manière différente finalement de regarder le monde. La sélection que nous ferons découvrir a été minutieusement réalisée par son fils Simon. On a travaillé ensemble jusqu'au week-end dernier et ça a été réalisé parmi des centaines de clichés qui étaient restés dans des tiroirs. Et ça met en évidence justement ce passage, c'est à savoir que il y a l'image qui est prise pour informer et il y a l'image qui est prise pour regarder. La couleur n'est plus un artifice ni un argument, c'est plutôt le point de départ d'une photographie plus intime, une photographie qui a franchi du moment décisif. Raymond Depardon aime beaucoup ces images couleurs puisqu'il les appelle ses bonbons acidulés, des chewing-gums pastels comme des souvenirs d'une enfance heureuse. Alors, autre invité de ce festival, dans cette mémoire du monde dont on vous parle, c'est-à-dire, j'estime aussi des grands maîtres de la photographie, il y a le travail d'une femme remarquable qu'on n'avait jamais vue à l'Agassi, qui est née aux États-Unis, mais son cœur habite en France, elle est même naturalisée française, et elle réside entre la Bretagne et Paris. Elle est installée dans notre pays depuis 1971, c'est Genevieve Atwood. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va nous offrir sa vision de la France. Sa France, ce n'est pas une carte postale, ce n'est pas non plus un roman national, c'est un territoire qui est fait de visages, de silhouettes, de silence. C'est une France que l'on effleure sans la saisir. En 1976, elle achète son premier appareil, elle s'installe rue des Lombards, à Paris, et là, elle va photographier les prostituées, les femmes, les hommes, leurs chambres sombres, leurs attentes, leurs joies, leurs fatigues. C'est un travail au long cours. Genevieve Atwood travaille toujours au long cours pour essayer de comprendre un pays. C'est ce qu'elle essaye de faire quand elle travaille sur la France. Il faut accepter de passer parfois de l'autre côté du miroir et d'entrer dans les zones d'ombre du pays. C'est comme ça qu'on connaît les gens. Elle s'est intéressée d'ailleurs aux femmes en prison, aux victimes des mines antipersonnelles, aux enfants aveugles à travers le monde. Ce travail sur les enfants aveugles avait été récompensé par le prestigieux prix Eugène Smith en 1981 qu'elle avait reçu. Genevieve Atwood, elle est toujours là où il lui semble qu'elle doit l'être, toujours avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de respect et beaucoup d'intelligence. Alors elle est allée un peu partout à travers le monde, mais elle va nous dévoiler à l'Agassi son dernier travail qu'elle a réalisé sur les chevaux. De l'île d'Ouessant, aux steppes de la Mongolie, en France beaucoup. Elle était fascinée par la puissance des chevaux, leurs muscles tendus, leur regard calme, leur allure majestueuse, et probablement l'idée d'échapper, de sortir de la misère du monde pour s'intéresser aussi à cet aspect équin. Alors pour clore cette séquence de la mémoire du monde, et parce qu'on aime beaucoup, chaque année, faire découvrir aussi des pépites à l'Agassi. Moi, je l'ai découvert il y a quelques mois, je ne connaissais pas son travail. C'est un travail formidable, parce que ce sont des clins d'œil facétieux, des clins d'œil ironiques, des clins d'œil légers. C'est le travail de Pierre Le Gall. Alors Pierre Le Gall, beaucoup malheureusement ne le connaissent pas, c'est un homme discret, injustement oublié par le grand monde de l'image. Et c'est un travail formidable, puisque c'est
c'est un photographe de rue, on va dire. C'est un adepte de la photographie buissonnière. Il fait saisir au vol des éclats de vie espiègles. On trouve dans ces images cette alchimie entre la légèreté, le détail, l'humour. C'est un monsieur qui, à l'âge de 24 ans, en 1972, avait reçu le prestigieux prix Niepce, donc c'est pas rien. Et c'est pour ça, Nicéphore Niepce, c'était intéressant de faire la transition avec lui. Mais il n'a jamais souhaité faire de la photographie son métier. Il a préféré enseigner la philosophie. Mais sa passion ne l'a jamais quitté. Il travaille sans artifice, sans prétention. Il a toujours un appareil à portée de main. Et en fait, ce que vous allez découvrir à l'Agassi, c'est ce travail de Pierre Le Gall. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Je sais qu'il y en a certains qui le connaissent dans les photographes. Et c'est de la photographie spontanée, c'est la vraie vie. Ça va nous aérer l'esprit. C'est une photographie qui ne se prend pas au sérieux, avec tous les petits instants du quotidien qui sont pris à la volée, mais c'est un travail magnifique parce que on est aussi dans ce qu'on aime à l'Agassi, c'est que Pierre Le Gall, c'est un homme qui aime les gens, tout simplement. Il les regarde vivre et il sait se faire invisible pour dénicher le fantastique qui est caché dans l'ordinaire et le merveilleux qui se trouve au coin de la rue. Et c'est toute la grâce de cette intention qui fait de Pierre Le Gall un immense talent de la photographie qu'on est très heureux de mettre à l'honneur. Alors, on me dit que le temps presse, donc là, je vais aller super vite, et je suis désolé parce que je suis toujours trop long. À côté de cette mémoire du monde, ne vous inquiétez pas, le Festival Photo Lagacy ne délaisse pas la cause environnementale, bien au contraire. Depuis notre création, le monde du vivant reste au cœur de notre programmation. Certes, on sent bien tous les jours que la volonté de réguler le climat a été délaissée par nos dirigeants, au fur et à mesure que les temps modernes s'enfoncent dans la crise économique, dans des conflits qui bouleversent nos équilibres, alors même que les catastrophes continuent de se multiplier. On voit ce qui se passe en Iran, on voit ce qui se passe un peu partout dans le monde. N'oublions jamais que les guerres laissent derrière elles des villes en ruine, des peuples brisés, mais aussi des terres mortes, des rivières polluées, des champs stériles. Raison de plus pour nous de magnifier, de glorifier cette nature à qui nous devons tout. Donc, les artistes que vous découvrirez à l'Agassi cet été refusent de baisser les bras. Le premier d'entre eux, et on est heureux de l'avoir, ce sera la 4e fois qu'il vient à l'Agassi, c'est Vincent Munier, avec son Chant des forêts. Vincent Munier, effectivement, reste le chantre d'une écologie positive. Il revient dans notre village breton avec son dernier opus, donc le Chant des forêts, dont le documentaire qui était sorti sur les écrans l'hiver dernier a conquis le public, plus d'1,5 million de spectateurs, ce qui est énorme, et couronné par un César du meilleur documentaire il y a juste un mois. C'est une ode qu'il nous fait aux forêts vosgiennes de son enfance, à la vie sauvage qui s'y cache, et ça résonne en fait comme une invitation à la déconnexion, quand on voit par exemple ces 2 biches là qui traversent une nappe d'eau dans la brume matinale. Ce qui intéresse Vincent Munier, c'est que pour être capable d'apprécier la poésie du sauvage, il faut retrouver son âme d'enfant et une certaine faculté d'émerveillement. Il y a une dimension spirituelle là-dedans. Et il nous dit que juste en travaillant dans ces forêts vosgiennes, que le sauvage, l'aventure ne sont pas forcément aux confins de notre planète. C'est discret, c'est fragile. C'est juste simplement en regardant, en écoutant la nature, en s'en émerveillant et en l'aimant, que nous aurons vraiment envie de protéger cette nature. Autre travail lié à cette question environnementale, et ça, mille merci pour cette 3e fois où nous remettons le prix Leica des nouvelles écritures de la photographie environnementale, qui est soutenu par le magazine De l'Air. L'exposition que vous allez découvrir maintenant, elle a été produite par la maison Leica. Merci Gaëlle Wingene qui vient du 13e arrondissement où elle a loupé la BNF et qui revient ici. Formidable, elle a été d'une vitesse dingue. Je ne sais pas comment elle a fait, elle n'a certainement pas pris un vélo. Donc c'est la photographe primée, donc la maison Leica nous suit depuis maintenant pour la 3e année et offre à la photographe primée une dotation en matériel photographique. Et je suis très heureux de vous faire découvrir cette année le travail de Sophie Attier, qui est parmi nous, qui est tout au fond. C'est une vraie belle découverte, avec son travail loin des jardins. C'est vraiment une célébration de la nature sauvage, de sa beauté à l'état brut, d'une nature qui n'a pas été travaillée, modifiée ou altérée par l'homme,
Alors Sophie Attier, dans cette exposition, va tracer une route poétique à travers un monde d'espace serein, qu'on a l'impression qu'ils sont sortis tout droit de l'aube du monde. C'est une artiste merveilleuse qui photographie de silencieux tableaux à la limite de l'abstraction, des tableaux qui sont faits de ciel, de falaises, de geysers. Elle est allée, Sophie vit entre Grignan dans la Drôme et Paris, et elle a sillonné en solitaire au cours de ces 15 dernières années l'Islande, la Namibie, la Norvège, la France, la Camargue, la Drôme. Mais aucun des territoires que vous verrez n'est clairement localisé et identifié, c'est juste un monde tellurique de couleurs, de lignes, de formes, que Sophie Attier façonne avec éclat. On est loin des cartes postales créées par l'homme pour l'homme. On est plutôt proche d'une certaine idée de la nature lorsqu'on prend le temps de la regarder en face. Autre formidable photographe qu'on est vraiment heureux de recevoir cette année, parce que ça fait longtemps aussi que j'avais envie de l'exposer à l'Agassiz, c'est Claudine Doury. Claudine Doury qui a une écriture tellement sensible, tellement douce. Et c'est une voyageuse empathique, c'est une artiste qui n'a jamais eu le cesse depuis ses débuts de documenter des régions comme l'Asie centrale, la Crimée, la Sibérie. Et là, elle s'intéresse au solstice d'été, elle va nous emmener à la découverte de ces peuples du Nord qui, au moment du solstice d'été, célèbrent le retour de la vie et entrent en communion avec le feu, l'eau, le végétal. C'est quoi le solstice d'été ? Je laisse Claudine Doury s'exprimer. C'est le jour le plus long de l'année, le jour où le soleil semble s'arrêter, la lumière inonde la terre, résonne sur les êtres, la vie renaît. On l'appelle aussi Kupala chez les Slaves, Kupala chez les Baltes. La nuit du solstice d'été est une célébration traditionnelle. Elle trouve ses racines dans des fêtes païennes, étroitement liées aux forces de la nature et au culte du soleil. C'est le temps de la terre féconde, des rituels de fertilité portés par les incantations des femmes autour de l'eau et du feu. Et vous découvrirez à l'Agassiz ces forces invisibles qui sont ce crépuscule qui est porteur de tellement de promesses avec cette écriture magnifique. Toujours dans ce monde du vivant que nous défendons, il y a le travail d'Éric Garot, ici présent. Alors Éric Garot, avec son exposition Les Gardiens du Vivant, c'est une exposition, mais ce sont surtout 4 histoires. Alors pour documenter l'action de la Fondation Yves Rocher, qui soutient des programmes de reforestation dans le monde depuis 1991, si vous calculez bien, 35 ans, ça va faire les 35 ans de la Fondation Yves Rocher, le photographe Éric Garot qui est à la fois un reporter et un merveilleux portraitiste. Il s'est rendu au Togo, il s'est rendu en Équateur, il s'est rendu aux Pays-Bas, dans les campagnes françaises. Il a rencontré ces femmes, ces hommes, qui dans des écosystèmes totalement différents, et qui se retrouvent face à des réalités tellement diverses, qui cherchent à mettre en place des solutions, où l'arbre est le vecteur central de toute leur action. Et derrière tous ces enjeux écologiques se dessinent aussi des questions sociales, parce que la sauvegarde de l'environnement ne peut se concevoir sans incorporer la question des populations qui y vivent. La Fondation Yves Rocher s'attache également à sortir des milliers de familles de la précarité et à améliorer leurs conditions de vie. Alors séparés parfois par des milliers de kilomètres, tous ces espaces naturels du Togo, de l'Équateur, de la France, des Pays-Bas sont reliés juste par la force fragile de l'arbre qui se réimpose, qui devient à la fois un rempart, une ressource, mais aussi et surtout un symbole, celui d'un avenir partagé, planté, protégé, transmettre pour tenter de préserver le vivant. Plus proche de chez nous, le photoreporter Serge Sibert, qui est ici, a voulu montrer le quotidien de plusieurs familles de paysans. Il s'est rendu dans le Bugey. C'est un travail qu'on appelle une chronique rurale. Le Bugey, c'est une région de moyenne montagne qui est située dans le département de l'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et il a travaillé sur toutes ces fermes familiales qui dominent encore ici le paysage agricole, avec la volonté d'appliquer une agriculture humaine, proche de la nature, qui privilégie l'équilibre et l'harmonie entre travail et passion. C'est un enjeu important aujourd'hui parce qu'on a le départ annoncé d'ici 2030 d'un agriculteur sur 3, d'1 million de fermes familiales qui ont déjà disparu depuis les années 70 et de 100 000 qui devraient disparaître qui ont disparu entre 2012 et 2020 selon les données ministérielles. Derrière la cruauté de ces statistiques, ce qui était important pour le photographe Serge Sibert, parce que c'est sa région aussi d'enfance, donc il a travaillé pendant plusieurs années, une dizaine d'années, c'était de mettre des visages sur ces hommes, sur ces femmes qui sont animés par une volonté farouche
de conserver leurs terres. Et il a constitué des sortes d'albums de famille, souvent sur des années, à travers le parcours singulier de ces familles de paysans. Alors comme chaque année aussi, c'est important dans ces partenariats, nous donnons une carte blanche à un photographe ou à une photographe, et c'est le conseil départemental du Morbihan qui nous aide depuis nos débuts et qui permet de financer une commande que nous faisons. Nous l'avons donné cette année à Julie Bourges, vous voyez le titre, Conte de la petite mer et de la grande terre, et elle a arpenté justement ce département du Morbihan qui est une terre de contes et de légendes. Donc on va rentrer dans un monde imaginaire qui n'appartient qu'à Julie Bourges, et cette artiste rennaise va retrouver, vous le verrez, les héritières des fées Morgane, de Viviane, dans les mystérieuses forêts de Brocéliande ou les îlots du Golfe. Je vous cite juste une petite légende, et après, quand vous verrez les photos de Julie, ça sera l'occasion d'imaginer, mais j'adore cette légende du golfe du Morbihan. Il y a bien longtemps, des fées furent chassées de la forêt de Brocéliande. Elles versèrent tant de larmes que se créa le golfe du Morbihan. On dit qu'elles y jetèrent leurs couronnes de fleurs, et ces couronnes donnèrent le jour aux 365 îles du golfe, autant d'îles que de jours dans l'année. 3 couronnes s'aventurèrent même jusqu'à l'océan pour former ces terres du large. La plus belle des 3, celle de la reine des fées, engendra Belle-Île en mer, et les 2 autres couronnes furent à l'origine Douat et Eudique. Je vous conseille vraiment de découvrir le travail de Julie Bourges cette année, parce qu'il est totalement féerique, et je remercie encore le conseil départemental du Morbihan pour cette aventure. Autre partenariat que nous sommes heureux de prolonger, celui qui est fait avec le CCFD Terre Solidaire, et je remercie, j'ai vu Mathieu qui était là, Mathieu Chanu qui est devant nous. C'est la 2e fois que nous faisons ce partenariat avec lui, puisque c'est tous les 2 ans. La dernière fois, c'était avec le travail d'Alessandro Cinque sur l'exploitation minière dans les pays andins. Et cette fois, on va mettre en lumière le travail de Lisa Rango, qui est une photographe espagnole, et qui est partie au Guatemala. On appelait ça Guatemala un jour, les champs rouffleux et grirons. Le Guatemala, les gens ne savent pas, mais c'est le 4e pays, malheureusement, sur la liste rouge pour la malnutrition chronique chez les enfants et pour la mortalité infantile. Pourquoi ? Parce que le maïs là-bas, c'est la pierre angulaire de l'alimentation et ça ne pousse plus comme avant. Un enfant sur 2 souffre de la malnutrition chronique. Le CCFD Terre Solidaire a remis, il y avait 5 lauréats en 2025, a remis une bourse de 10 000 € pour qu'elle puisse terminer son travail. C'est ce qu'elle a fait. C'est des lumières sublimes. Le travail de Lisa Rango, c'est un travail absolument magique et beaucoup de douceur, beaucoup de sensibilité. On a des couleurs, comme vous le voyez là, qui sont sincèrement dignes des grands peintres flamands. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a passé des mois et des mois au Guatemala pour découvrir justement cette agriculture qui ne va pas bien, puisque les gens en souffrent. Et elle donne des solutions, et les solutions, c'est dans la culture maya qu'on va les retrouver. Autre partenariat, parce qu'on aime bien les partenariats aussi, et je remercie la présence de Delphine Lelu, qui est parmi nous, du Festival de Visa pour l'image à Perpignan. Donc c'est ce partenariat que l'on entretient entre le Festival Visa pour l'image à Perpignan et la GACI, pour la petite histoire, et la Fondation Yves Rocher, bien entendu, puisque c'est la Fondation Yves Rocher qui remet chaque année à Perpignan 8 000 € pour une bourse à un photographe, et le travail qui est fait dans les mois suivants est exposé dans sa totalité à la GACI. Et là, on montrera le travail d'Ingmar Bjørndolting qui s'appelle Les paradoxes climatiques. Ça se passe en Allemagne. Ingmar Bjørndolting, il a fait un essai photographique absolument formidable sur, en réussissant cette prouesse de faire la synthèse en images des paradoxes qui traversent nos sociétés. En gros, le climat, ça reste une préoccupation, mais quand ça peut bafouer nos modes de vie modernes, et ben là, c'est plus la même chose. Toujours, malheureusement, les bonnes volontés se heurtent rapidement au réel dès lors qu'il faut repenser et changer nos modes de vie. Et c'est un travail absolument incroyable qu'a fait Ingmar Bjørndolting que vous pourrez découvrir cette année. Alors, ne vous inquiétez pas, il me reste 4 minutes, je te promets, Lina. Donc, last but not least,
c'est intéressant aussi de s'intéresser au médium photographique et au médium de la photo avec les photographes qui triturent ce médium photographique. C'est ce qu'on pourrait appeler l'image dans tous ses états. Effectivement, la photographie a ce pouvoir de figer un instant donné, mais Nicéphore Niepce ne comprendrait plus notre époque aujourd'hui. On est passé du crayon à l'ordinateur portable, de l'argentique au tout numérique, et les nouvelles technologies peuvent se révéler un puissant moyen pour s'affranchir de la réalité, voire de la détourner. De nombreux photographes s'interrogent sur les limites du médium photo, et nous avons souhaité que la Gacilly soit le réceptacle de leur questionnement. Le premier que nous accueillerons, c'est Lee Schulman, ou plutôt Anonymous Project. Pour ceux qui connaissent The Anonymous Project, c'est un travail extraordinaire. Lee Schulman, c'est un fou furieux de la création. C'est le fondateur d'Anonymous Project. En fait, il a créé l'une des plus importantes collections privées de photographies d'amateurs, puisqu'il a aujourd'hui plus de 800 000 diapositives Kodachrome. Toutes ces images, qu'il va récupérer un peu partout dans les familles, elles racontent l'histoire de nos vies, et où se mêlent harmonieusement des souvenirs oubliés. Et c'est une sorte de nouvelle façon d'interpréter notre place dans le monde contemporain. Là, cette année, il fait une création pour nous, pour la Gacilly, qui s'appellera Horizon. Et on découvrira deux sortes d'horizons. Donc il a extrait de tout cet océan d'archives de 800 000 images. Il nous a créé deux lignes d'horizon. On a l'impression que c'est la même photographie. L'horizon marin, qui joue souvent sur un mode unique. On a une séparation monochrome entre deux éléments liés de façon inextricable. Et puis on a l'horizon terrestre aussi, qui lui offre souvent un contour plus dramatique, irrégulier, trompeur par rapport au calme relatif et à la stabilité qui y règne. Et tout ça compose une toile de fond sur laquelle se déroulent finalement nos existences. C'est d'une fraîcheur incroyable et c'est un travail magnifique. Lee Schulman, vous le savez, depuis 10 ans, ses visions souvent extravagantes ont été présentées dans les plus hauts lieux de la photographie, à Arles, à New York, à Séoul, à Londres. Deuxième travail, celui de Jérôme Jans. Jérôme Jans, nul besoin aujourd'hui de dénoncer, on en a parlé, de dénoncer les excès des réseaux sociaux. Les images de Jérôme sont implacables, elles racontent comment peu à peu nous nous détachons des autres individus, comment notre propre solitude nous enferme dans des univers totalement virtuels. Vous parlez de ces chiffres hallucinants. On est avec Jérôme au-delà du réel, on est dans les mondes virtuels. En fait, l'idée, c'est que devient une société où le seul horizon, parfois, se conjugue au virtuel. Il revient d'un reportage qu'il a fait au Japon, qui est hallucinant, où aujourd'hui, on se marie, mariage dans des églises, avec des personnages virtuels, avec des personnages de manga. C'est le moment où, effectivement, tout bascule. C'est-à-dire que on estime aujourd'hui au Japon que 3,5 millions de personnes déclarent ressentir des sentiments amoureux pour des personnages d'animation, pour des personnages de jeux vidéo. Alors ça pourrait nous faire rire, mais pas tant que ça. Parce que ce phénomène, vous voyez le mariage de cette jeune femme merveilleuse, ce phénomène qui paraît absurde n'est peut-être pas si loin de se produire un jour chez nous, donc soyons vigilants. 46% aujourd'hui des enfants français possèdent un smartphone avant l'âge de 10 ans. Les écrans aujourd'hui ne sont plus des outils pour les enfants, ça devient des milieux de vie. Et quand ça devient un milieu de vie, quand vous y passez 4 heures par jour, parce que ça arrive, vous vous éloignez de la vie. Alors, il n'y a pas du tout de moralisation dans le travail de Jérôme. C'est juste, quand le lien social se dématérialise, c'est qui est un peu le fruit de nos sociétés, qu'est-ce qui reste? Et surtout, que devient une société qui apprend à aimer sans jamais se toucher? Donc je vous laisse découvrir, parce que c'est 10 ans de travail autour du portable, du monde des smartphones, du monde virtuel. Et puis, pour terminer cette large présentation, je suis désolé, dès midi, j'ai dépassé mon temps. Alors là, je suis très heureux parce qu'ils sont juste devant, là. C'est une rencontre merveilleuse avec Lucie de Barbuat et Simon Brodbeck, et qui vont nous faire découvrir ce que j'ai appelé les illusions photographiques. Alors, interroger les notions de mémoire et de perception en mêlant photographie et vidéo, rigueur conceptuelle et poésie, c'est ce que Simon Brodbeck
et Lucie de Barbuat s'efforcent de faire depuis leur rencontre en 2005, si je me trompe. Ils explorent et ils transforment totalement le médium photographique. Leur travail dialogue autant avec l'histoire, la peinture, qu'avec la photographie plasticienne ou le cinéma. Ils construisent des images, en fait, où le réel dialogue constamment avec l'imaginaire. Ils sont extrêmement attentifs à l'histoire de la photographie, à l'évolution des technologies, et ils intègrent régulièrement des pratiques expérimentales ou hybrides afin d'interroger la manière dont ces innovations transforment notre rapport aux images et notre vie quotidienne. Il y aura 2 séries qui vont être présentées. Là, celle que vous voyez là, en ce moment à l'écran, c'est la série Memories of a Silent World qu'ils ont réalisée entre 2008 et 2011. Alors, on découvre un monde déserté par l'humanité. On a l'impression que ça a été fait pendant le Covid. Non, c'était bien avant le Covid. Et, mais ce qui est intéressant, c'est que sur les sites de nos grandes mégapoles, le temps d'exposition qu'ils ont pris, long de plusieurs heures parfois, si on prend une photo et qu'on met un temps de pause très, très, très long, ça va falsifier notre réalité et ne va apparaître sur la photographie que des éléments immobiles. L'autre série que vous avez vue juste avant, ça s'appelle Une histoire parallèle. C'est une mise en abîme qu'ils ont débutée en 2022. C'est une étude, et c'est important, sur l'intelligence artificielle et les mécanismes du souvenir. Ils nous montreront des images qui sont devenues iconiques, qui sont rentrées dans l'histoire de la photographie. Et le problème, c'est qu'avec les images d'intelligence artificielle qu'ils ont cherché à obtenir, en fait, toutes ces photographies deviennent des hallucinations, des anomalies apparaissent, et les clichés de Robert Capa ou Dorothy Lange, qui sont générés par les IA génératives, ne sont plus du tout ceux de la réalité. Ce sont 2 travaux que nous présentons. On est très heureux d'avoir ces 2 artistes qui nous rappellent que la photographie ne se contente pas de représenter le monde, elle en modifie aussi profondément la perception. J'ai été très très long, je me dépêche, c'est fini. Donc vous verrez, voilà, tous ces artistes. En fait, 200 ans après son invention, depuis 1826, la photographie, nous le constatons dans cette programmation, est devenue plus qu'un simple art visuel. C'est une façon de voir le monde, de ressentir des émotions, de raconter des histoires. La photographie fige des moments qui sinon se perdraient dans l'oubli, créant un pont entre le passé et le présent. Elle permet aussi de mieux réfléchir sur notre avenir à tous. Alors avant de redonner la parole à Mélina, je tenais à remercier une équipe entière qui se dévoue toute l'année pour accueillir dans les meilleures conditions nos 350 000 visiteurs. Tu avais dit 300 000, c'était 350 000 l'année dernière, Mélina. L'espace d'un été. Je remercie donc Dominique Roland, qui est au fond, et qui est notre scénariste en chef. Maya Sayar, Pauline Fézas, Méline Bernier, mais aussi Inora, Mélodie, Maëlle, le 2e bureau, nos laboratoires partenaires, Agélia, qui est là, Dupont, Initial, Picto, Sewe. Je voudrais un petit remerciement très personnel à 2 personnes, à Vincent Joly, qui m'a aidé sur la rédaction de certains textes, et mon inséparable Marie-Sylvie Desmarais, qui est dans cette salle, avec qui j'ai travaillé pendant 22 ans au Figaro Magazine, qui est partie sur d'autres horizons, mais comme je ne peux pas la lâcher, j'ai absolument eu besoin d'elle cette année, parce que c'est mon inséparable. On a donné aussi un hommage à Sébastien Salgado. Je voudrais faire un hommage à Martine Parr qui nous a quittés cette année, et un hommage aussi particulier à un ami qui représentait aussi le laboratoire, qui a été un compagnon de vie. Je pense à Jean-François Gallois beaucoup aujourd'hui. Voilà, vive la photographie, vive l'Agassiz, et on vous attend avec plaisir cet été. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cyril. Je vais essayer d'être très succincte pour terminer cette présentation. Donc je suis très heureuse de vous présenter cette dernière exposition que nous montrerons à l'Agassiz, qui est consacrée au Festival Photo des collégiens. Depuis 15 ans, ce projet porté avec le soutien du Conseil départemental du Morbihan invite près de 350 élèves issus de 12 collèges cette année à vivre une immersion complète dans la photographie. De la prise de vue à la sélection des images, jusqu'à l'écriture des textes, à leur traduction. Ils sont vraiment acteurs de bout en bout de chaque étape. Bien au-delà d'une exposition, c'est un véritable parcours d'apprentissage où le regard s'affine, où l'on apprend à lire les images autant qu'à s'exprimer à travers elles.
Et ce projet, c'est vraiment une aventure humaine. Je salue Maya, Pauline et Enora qui ont d'ailleurs participé à l'editing la semaine dernière. Et donc ça permet vraiment aux élèves de développer leur imagination, leur regard critique et leur confiance. Et cette année, la thématique « Au nom de la mémoire, la photographie en héritage » fait écho à notre édition, évidemment, et donne lieu à des propositions particulièrement sensibles et personnelles. Et je tiens à saluer l'implication des enseignants, des établissements scolaires et des 8 photographes professionnels qui accompagnent ces jeunes. Et je les remercie chaleureusement d'ailleurs, ici même. Nous tenons également à réaffirmer toute l'importance que nous accordons à la transmission et au partage, dimension essentielle de notre projet. L'an passé, c'est presque 5000 élèves qui ont été accueillis dans le cadre de nos actions pédagogiques. Et les médiatrices culturelles, dont une grande partie reviennent cette année, ont consacré plus de 400 heures sur le terrain pour accompagner tous les publics. Une nouveauté l'an dernier que l'on va renouveler, un nouvel espace d'automédiation a été créé avec une fresque participative proposée lors de l'inauguration, une fresque qui a été également utilisée comme un outil pédagogique pour les scolaires pour approfondir leur expérience de l'exposition tout au long de l'été. Fidèle à notre dynamique, nous poursuivons la volonté de faire de la photographie un espace d'ouverture et de découverte accessible à toutes et tous. Et donc le festival propose des formats variés, pensés pour tous les publics, permettant à chacun d'explorer cette nouvelle édition qui arrive selon ses envies, à travers des visites guidées, des parcours ludiques et puis des ateliers pratiques. Mais je vous invite à venir à l'Agacie le vivre, ce sera beaucoup plus parlant. Le partenariat entre le festival photo l'Agacie et la ville de Baden, en Autriche, témoigne vraiment du rayonnement international de notre événement. Depuis maintenant donc 9 ans, cette élégante station thermale au sud de Vienne accueille chaque année l'édition précédente du festival. Et donc cette année, ce sera So British qui sera présenté du 12 juin au 11 octobre. Installé en plein cœur de la ville, le festival de Baden reprend vraiment l'esprit de l'Agacie, complètement en extérieur. C'est une expérience immersive de 4 mois également, qui magnifie les photos dans un autre environnement naturel, exceptionnel. Et avec près de 300 000 visiteurs, Baden prolonge vraiment l'élan de l'Agacie et participe au rayonnement de la photographie à l'échelle européenne. Ce projet ne pourrait exister sans l'implication des équipes autrichiennes, que nous remercions. Et nous nous réjouissons de continuer à faire vivre ce partenariat qui nourrit à la fois notre engagement artistique et environnemental. Thanks again, Loïs and Florence, for being here today. Et avant de conclure, ouais, je me fais envahir par ce verre d'eau qui est en train de fuiter. Avant de conclure, je souhaiterais adresser mes plus vifs remerciements à l'ensemble de nos partenaires publics et privés, sans lesquels rien ne serait possible. Et je tiens à le redire. Les collectivités territoriales nous apportent un soutien essentiel et reconnaissent le Festival Photo l'Agacie comme un événement majeur en Morbihan, en Bretagne. Merci Paul d'être présent. En France et à l'international. Nous avons également la chance d'avoir à nos côtés des mécènes fidèles qui partagent nos valeurs et permettent de financer une grande partie du festival. On accueille également de nouveaux mécènes et il y en a plusieurs aujourd'hui présents ce matin. Parmi nos mécènes, nous avons des partenaires locaux de l'Agacie et de ses environs, des commerçants, artisans, entreprises. Un petit clin d'œil d'ailleurs aux Gaciliens présents ce matin. Et c'est donc un formidable exemple de dynamique territoriale et d'économie circulaire qui se met en place autour de notre festival et qui est vraiment précieux pour notre survie. Merci également à nos partenaires médias qui nous offrent une visibilité précieuse, que ce soit dans les grandes gares bretonnes, sur les affichages publicitaires du Grand Ouest, dans la presse, écrite, radio et télévision. Enfin, un grand merci à nos partenaires techniques, notamment aux 5 laboratoires photo qui vont encore imprimer cette année quelques 800 magnifiques images que vous pourrez découvrir donc à l'Agacie. Je vous invite à venir profiter de cette 23e édition à partir du 1er juin prochain. Et un grand merci à toute l'équipe de l'Agacie qui est présente. Donc je ne vais pas reciter tout le monde, mais Cyril Lafaille, il en manque quelques-uns. Donc je fais un petit clin d'œil à toutes les personnes présentes ici, mais aussi à celles qui ne peuvent pas être présentes ce matin. Merci beaucoup. Un big up à Mélodie et Maëlle pour l'organisation de cet événement. Et merci à toutes et à tous pour votre présence, votre attention, votre soutien primordial pour nous. Excellente fin de journée à tout le monde
et au 1er juin à la Gacilly. Bravo à notre directrice Mélina, qui tient le gouvernail avec bonhomie et professionnalisme.